Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à la Chine impériale ainsi qu'aux différents courants de pensée qui la traversent durant plusieurs siècles. On commence tout d'abord avec le confucianisme. Confucius est son nom latin, son vrai nom est Kong et son prénom Qiu, ce qui signifie monticule. Il est né dans une famille noble et exilé dans l'état de Lu, un des nombreux états qui composent la Chine de la période des printemps et automnes. Confucius étudie les textes de l'Antiquité, la calligraphie ainsi que la musique. Il réfléchit à l'art de bien gouverner afin que la paix et l'ordre règnent. Il est tout d'abord nommé gouverneur d'une ville de son état. Il devient par la suite ministre de la Justice, puis conseiller du duc de Lu. Par la suite, Confucius parcourra la Chine et se mettra au service d'autres États. Il essaye de convertir les princes à ses idées. Confucius pense que tous les hommes sont semblables à la naissance, mais ne développent pas les mêmes facultés. Selon lui, tout homme ayant des qualités humaines et recevant une éducation dite complète est capable de gouverner. Cette idée est révolutionnaire pour l'époque, mais elle ne convainc aucun prince et Confucius est souvent rejeté. Il rentre alors chez lui où il commence à enseigner ses principes à ses disciples. Lors de son enseignement, Maître Kong explique le but de l'être humain, c'est-à-dire devenir un junzi. Un junzi, c'est un homme de bien, honnête et juste. Le junzi doit savoir pratiquer les 6 arts, la conduite de char, le tir à l'arc, les rites, la musique, les mathématiques et la calligraphie. Les rites ici sont les offrandes faites aux ancêtres. De plus, le junzi doit tenir une conduite en fonction de son rang et avoir de nombreuses politesses. Seul le roi, quant à lui, a le droit d'accomplir le culte du ciel, de la terre et des esprits de son pays ainsi que des ancêtres. Les plus humbles ne rendent hommage qu'à leurs propres ancêtres. Confucius aurait eu environ 3000 disciples durant sa vie. Lorsqu'il meurt à l'âge de 72 ans, l'un des plus fidèles, Zigong, excusez-moi pour la prononciation, se construit une hutte sur le tumulus où est enterré son maître. Les conversations tenues par Confucius avec ses élèves vont être rassemblées dans un livre très célèbre. Il s'agit du Lu-Niu ou des entretiens de Confucius. En ce qui concerne sa postérité, les adeptes de Confucius vont devenir les conseillers du roi à la place des devins. Des écoles vont se créer et les maîtres vont délivrer les enseignements de Confucius. Deux penseurs très célèbres élèves de Confucius sont Mengzi et Xunzi. Au IVe siècle avant notre ère, Mengzi pense qu'il faut donner à chaque famille les moyens de cultiver la terre, de planter des mûriers et d'élever des animaux. Ainsi le peuple sera satisfait et restera bienveillant. Quant au roi, si c'est un tyran, le peuple est en droit de le renverser. Un siècle plus tard, Xunzi, quant à lui, dira qu'en revanche, la nature humaine est mauvaise. L'homme est mauvais par nature. L'éducation peut l'aider à s'améliorer, mais l'ordre doit être appliqué de manière stricte, ainsi qu'il existait au début du règne des Zhou. Sous la dynastie Han, entre 206 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ, le confucianisme est la philosophie sur laquelle s'appuient de nombreux empereurs pour gouverner. Dans tous les cas, le confucianisme va bouleverser profondément la pensée des Chinois et va influencer leur manière de gouverner. On passe à un contemporain de Confucius nommé Lao Tzu ou Lao Tzu, que l'on ne connaît qu'à travers sa légende. Il serait l'auteur présumé du texte fondateur du taoïsme, religion et philosophie, qui ont marqué et qui va marquer encore aujourd'hui la civilisation chinoise. On raconte que Lao Tzu serait né après avoir passé 62 ans dans le ventre de sa mère. Ainsi, Lao Tzu signifie à la fois le vieux fils et aussi le vieux maître. On prétend aussi qu'il aurait disparu vers l'ouest après avoir laissé un ensemble de poèmes et de pensées philosophiques. Le Tao Te Ching ou Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu. Selon Lao Tzu, l'univers est régi par deux forces opposées mais indissociables, le yin et le yang, le froid et le chaud, le sombre et le clair, le féminin et le masculin, la lune et le soleil, etc. etc. L'homme doit tendre vers la voie, le Tao, vers l'harmonie avec la nature. Aussi, dans la vie, la meilleure attitude à adopter est d'observer et d'agir le moins possible sur les événements. Les taoïstes refusent de participer aux affaires des gouvernements, ils considèrent le progrès technique comme inutile et évitent tout conflit. Pour eux, 5 éléments sont à la base de la vie, le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Et tous sont reliés entre eux. La terre reçoit de l'eau permet au bois de croître, le feu fait fondre le métal peut casser le bois, et le bois flambé produit des cendres absorbées par la terre. Les taoïstes établissent donc des liens entre ces éléments et les font correspondre avec tout ce qui existe, les points cardinaux, les saisons, les saveurs, les viscères, les couleurs, etc., etc. On est donc ici sur une philosophie de la nature. La recherche de l'immortalité passionne les taoïstes. Ils pensent qu'on peut l'atteindre en absorbant des potions et en pratiquant l'alchimie. Afin d'augmenter leur force vitale, ils vont mettre en point des techniques pour contrôler leur souffle et maîtriser leur corps. Observateurs attentifs à la nature, les taoïstes
sont à l'origine de nombreuses découvertes scientifiques dans des domaines aussi variés que l'astronomie, la botanique ou encore la médecine. Pour exemple, l'ouvrage Monts et rivières explique les liens entre les plantes et les différents types de sols. Observant le ciel, il remarque que les taches solaires apparaissent de temps en temps et assombrissent le soleil. Il note leurs observations et établissent pour la première fois une première liste d'étoiles. À partir du IIe siècle de notre ère, le taoïsme devient une religion avec des temples et des moines. Ceux-ci accomplissent des rituels magiques, ils brûlent des textes sacrés, exécutent des danses. Avant toute cérémonie, ils méditent quelques jours dans une pièce vide, face à un vase où brûlent de l'encens. Les principaux personnages vénérés par les taoïstes sont les trois vénérables, Yu King, Shang King et Tai King, qui règnent chacun sur un ciel. Yu King est le créateur du ciel, de la terre et de tous les êtres vivants. Shang King gouverne le ciel et de la suprême pureté et dicte les enseignements taoïstes. Tai King est Lao Tse, le vénérable du royaume de la pureté céleste. L'impératrice de l'Ouest, Xi Wangmu, ou reine des immortels, est aussi vénérée comme une déesse. Elle réside au sommet du mont mythique Kunlun. Les 8 immortels sont d'héroïques humains devenus immortels, comme leur nom l'indique, qui sont aussi vénérés. Et un dernier personnage est vénéré, il s'agit de l'empereur de Jade, qui dirige la terre et le ciel. Il distribue aux humains et aux divinités les récompenses ou sanctions en fonction de leurs actions. On a aussi un deuxième grand maître du taoïsme qui se nomme Zhuangzi. Il a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ et a laissé un héritage précieux, le Zhuangzi, de son nom, un livre de philosophie taoïste truffé d'anecdotes. La plus connue est celle-ci. Zhuangzi rêve qu'il est un papillon. En se réveillant, il se demande s'il n'était pas plutôt un papillon qui a rêvé qu'il était Zhuangzi. Passons maintenant à la dernière des pensées ou des religions, il s'agit du bouddhisme. Quelques centaines d'années après la naissance de Bouddha, le bouddhisme pénètre en Chine, notamment par les routes de la soie. À la fin des Han occidentaux au 1er siècle, 2 moines venus d'Inde arrivent à Luoyang. L'empereur Mingdi leur fait construire le monastère du Cheval Blanc. Au IVe siècle, les royaumes d'origine barbare qui règnent sur la Chine du Nord permettent l'expansion de cette religion. Il s'agit ici d'une religion indienne qui arrive en Chine. Dès le IVe siècle, en effet, de grands maîtres indiens traduisent les textes sacrés du bouddhisme en chinois. Durant 600 ans, des pèlerins prennent la route de l'Inde. Les plus célèbres sont Faxian, parti par l'Asie centrale et revenu par la mer, ou Xuanzang, à l'époque Tang, entre le 7e et le 10e siècle, dont le voyage va durer 12 ans. Ils en ramenèrent des centaines de livres qui vont ensuite être traduits. Xuanzang en ramène 600 à lui seul. Peu à peu, les monastères bouddhistes occupent de vastes terres où travaillent de nombreux serviteurs. Les moines ne payent pas d'impôts, leurs privilèges sont grands. Vers la fin de la dynastie Tang, la colère du peuple et des lettrés se retournera contre eux pour les chasser. Cette religion va marquer les esprits, mais aussi le terrain. Les Wei, qui occupent le nord, entre le 3e et le 5e siècle, vont faire creuser dans les falaises des centaines de grottes, véritables sanctuaires ornés de fresques et de peintures. À l'intérieur, ils vont disposer des statues de Bouddha et de leurs disciples. Les grottes de Duangwang sont creusées au IVe siècle, les grottes de Longmen près de Luangwang en 494. Il y en a énormément, on dénote près de 13 600 monastères bouddhiques rien qu'à Luoyang. Les décors sont inspirés des modèles indiens, mais les formes sont chinoises. L'art bouddhique atteindra son niveau le plus élevé à la période Tang. C'est en 1906 que l'anglais Orelstein et le français Paul Pelliot vont découvrir les grottes à Mogao, près de Duangwang, dont j'ai parlé plus tôt. Elles sont gardées par un moine taoïste, elles auraient été fermées au XIe siècle pour les préserver des envahisseurs du Nord. La surprise des Européens est de taille, 490 grottes recèlent quelques 30 000 manuscrits en plusieurs langues, chinois, sanskrit, ouïghour, mais ainsi que des statues d'argile, des fresques, et ils emportent des centaines de manuscrits pour les remettre à des musées à Londres, à Delhi et à Paris. La nouvelle finira par se répandre et de nombreux collectionneurs, ou considérés comme pilleurs de tombes officielles ou non, vont venir. Le trésor est finalement perdu et éparpillé à travers le monde. La philosophie du bouddhisme est très importante. En effet, il faut atteindre l'illumination ou l'éveil. Telle est la quête poursuivie par le bouddhisme. Il existe de nombreuses écoles, toutes pratiquent la méditation. En Chine, cette religion, elle prend 2 formes principales représentées par l'école de la terre pure, dont les prières sont adressées au Bouddha Amitabha, et à l'école de Chan, où on appelle aussi Zen, très connue au Japon. Les principaux Bouddhas vénérés par les Chinois sont Guanwing, Mil, Amituo ou Wenshu Shili. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, qui était assez longue et assez complexe, mais qui était quand même très synthétique, vous a aidé, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, pour m'aider à avoir un peu plus de visibilité sur la plateforme. Et ça fait surtout très plaisir. Dans tous les cas, prenez soin de vous. C'était Malicus. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.